offrir un retour sur la démarche de chemin de transition. Donc, je vais commencer par parler un petit peu de la démarche, vous expliquer justement en quoi elle est peut-être intéressante également et en quoi elle se distingue d'autres démarches qui peuvent sembler similaires. Puis, je vais réutiliser au final ce que je vous ai représenté notre démarche avec l'illustration du défi numérique, le défi numérique. Donc, c'est l'un des trois grands thèmes qu'on a au sein de chemin de transition. Puis, c'est celui que j'ai mené. Donc, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Je vais vous raconter en gros les enseignements à travers les différentes étapes. Puis, je vais finir avec une présentation des grandes questions qui demeurent là, pour pouvoir essayer de stimuler un petit peu les réflexions chez vous, ce qu'on appelle nous les nœuds du futur. On va commencer ça. Si je retrouve ma souris, oui, parfait. Hop, puis je vais mettre un petit timer là, pour être sûr de ne pas parler trop. Puis n'hésitez pas à me faire un petit signe si jamais, si jamais je pars dans des explications interminables. Le point de départ de chemin de transition, vous l'avez ici à l'écran, on constate, comme beaucoup de monde, là, on n'a pas cette exclusivité du constat, mais on constate que le monde dans lequel on vit subit plusieurs transformations profondes à l'heure actuelle, que ce soit les changements climatiques, la perte massive de biodiversité, là, on en a parlé beaucoup récemment et à raison avec la COP, l'augmentation des inégalités, la raréfaction des ressources. On voit qu'il y a un certain nombre de choses qui font en sorte que notre système à l'heure actuelle, de manière générale, est insoutenable. En ce sens, la question, elle est plus vraiment de se demander si on va vers une société qui sera profondément différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, mais plutôt, est-ce que cette transition, est-ce que cette transformation, elle va être complètement subie ou est-ce qu'on va être au moins en mesure de pouvoir la choisir partiellement? La phrase que vous voyez à l'écran ici, c'est le parti pris qu'a pris chemin de transition dès le départ. Nous, on estime que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et on a beaucoup de leviers collectifs qui peuvent faire en sorte que on a le pouvoir collectivement de choisir notre transition, au moins en partie, plutôt que de la subir. Une fois qu'on s'est dit ça, on se dit très bien, donc une transition à mettre en place, mais une transition vers quoi? Dans quelle direction? Puis quel chemin emprunter pour pouvoir s'y rendre? Est-ce qu'on connaît un petit peu le chemin? Est-ce qu'on connaît un peu plus le terrain sur lequel on s'avance? Là, il y a beaucoup d'incertitudes quand on parle de futur au pluriel, au sens pluriel du terme. Le chemin de transition, donc c'est un partenariat qui a été créé pour essayer de répondre, ou en tout cas pour donner des éléments de réponse à ces questions-là. C'est un projet partenarial qui a été lancé par l'Université de Montréal en partenariat avec Espace pour la vie. Vous avez la définition ici officielle de ce qu'on est, ou en tout cas ce qu'on tente de faire, ce qu'on tente d'être, d'incarner. Donc, chemin de transition, c'est un projet de mobilisation et de partage de connaissances qui vise à renforcer notre capacité d'imaginer et de créer ensemble un futur plus souhaitable dans un contexte incertain. Si je vais faire sortir quelques termes, parce que c'est sûr que ça fait une grande définition un peu savante, là, mais ça veut tout et rien dire. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est les premiers termes en bleu. Donc, on a un projet de mobilisation de connaissances, donc au sens où on n'est pas un projet de recherche en tant que tel, mais on va davantage chercher à mobiliser toutes les connaissances existantes, et ce, au sens pluriel du terme. C'est un peu ça l'idée du partenariat, de sortir juste de la sphère académique, mais également d'aller pouvoir mobiliser des connaissances professionnelles, des connaissances citoyennes autour de grands enjeux de la transition. Puis le but de ça, c'est pas juste de faire des rapports qui vont être lus peut-être une fois ou peut-être même partiellement ou peut-être pas du tout et finir dans des dossiers. Le but de ces connaissances, c'est de pouvoir les rendre le plus appropriables possible et de s'assurer qu'elles puissent continuer d'évoluer. Là, que ce soit pas des rapports qui soient figés, mais on a tout un mandat de partage de ces connaissances. Puis c'est un petit peu ça ce que je fais aujourd'hui avec vous et puis dans mon mandat au sens plus large. Puis enfin, renforcer notre capacité d'imaginer et de créer ensemble un futur plus souhaitable dans un contexte incertain. Ici, ça met l'accent sur la démarche qu'on a développée, qui a inspiré d'autres démarches, à travers l'expérimentation de cette démarche, puis à travers le partage de cette démarche, de cette méthode, on vise justement à renforcer ces capacités collectives pour pouvoir aborder le futur avec un petit peu plus de certitude. Cette démarche, quelle est-elle en 3 points? Donc, c'est une démarche qu'on pourrait qualifier de prospective ou qu'on qualifie complètement de prospective, dans le sens où donc c'est une méthode d'anticipation du futur qui est relativement qualitative. Donc, elle se démarque d'un certain nombre d'autres méthodes d'anticipation du futur basées sur la modélisation, basées sur la prévision, tous les scénarios d'adaptation, par exemple, du GIEC que vous voyez. On n'est pas exactement là-dedans. Nous, on a voulu se distinguer un petit peu de ces démarches-là parce que déjà, on se rend compte que malgré toutes nos puissances de calcul, malgré toutes les informations qu'on a en temps réel sur les émissions de gaz à effet de serre, sur le déclin de la biodiversité, on n'est pas en mesure aujourd'hui, peut-être qu'on ne sera jamais en mesure de pouvoir chiffrer cette transition écologique qui doit arriver. On n'est pas en mesure de la mettre dans un modèle parce qu'on se rend compte que c'est bien trop complexe et que ça se base sur des interactions qui sont en perpétuelle évolution et qui sont extrêmement complexes entre des systèmes humains et des systèmes non humains.
Donc, on se rend compte que malgré tout ça, on n'est pas vraiment en mesure de pouvoir aborder la transition, de pouvoir la modéliser, de pouvoir la capter. Et surtout, ces approches qui sont plus des approches quantitatives, même si elles sont intéressantes à bien des égards, on se rend compte que comme elles s'appuient sur des données qui sont des données passées et des données actuelles, forcément, ça revient à se poser la question, comment est-ce qu'on peut prolonger la situation actuelle pour la fixer, pour l'optimiser, pour la corriger? Et ce faisant, on a un ancrage très important dans la situation actuelle, ce qui nous empêche peut-être de pouvoir explorer des sociétés alternatives sur des bases différentes. Donc, c'est un peu ça le besoin qu'on a ressenti d'aller vers des approches un petit peu plus qualitatives, dont l'approche prospective fait partie. Donc, l'approche prospective, elle s'appuie sur plusieurs idées, mais notamment sur l'idée que le futur n'est pas entièrement déterminé par le présent. Comme il est par nature incertain, et, il est peuplé d'inconnus, et le futur est au final le résultat de choix et d'actions qu'on a le pouvoir collectivement de mettre en place. Il y a une phrase de Gaston Berger, qui est l'un des fondateurs de la prospective, qui résume ça, je pense, assez bien, qui dit « L'avenir est moins à découvrir qu'à inventer ». Donc ça, c'est le premier pilier de notre méthode, de notre approche. Le type de prospective qu'on a développé, c'est un type de prospective qui est participatif. Donc, il y a des prospectives des fois d'experts. Là, on le verra un petit peu plus tard dans le type de prospective qui existe. Mais nous, l'approche qu'on a développée, elle se veut en tout cas le plus possible participative. Donc, on va vraiment chercher à aller croiser une diversité de savoirs la méthode qu'on a développée, justement, elle permet à différents types d'expertise d'être mobilisés, d'être mis en dialogue pour que tout le monde puisse participer, notamment pour parler de désirabilité d'un futur. On n'a pas besoin d'avoir une expertise très précise pour se dire, c'est quoi un futur, moi, que je trouve inspirant parmi les futurs possibles. Et enfin, le dernier pilier de notre approche, c'est une approche qui se veut systémique, au sens où c'est pas une approche très précise sur les mécanismes. Donc, on se dit pas concrètement qui doit agir à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'il doit faire, c'est quoi le mécanisme. Non, on essaie d'avoir une approche un petit peu plus globale sur concrètement la transition de notre système, de notre société vers une société plus soutenable. Ça passe par quel grand changement, quel grand basculement, quel point de passage obligé. Puis avec cette approche un peu plus systémique, ça nous permet de comprendre en quoi la contribution des différentes parties prenantes, elle est vraiment interdépendante. On n'est plus dans une idée de il faut que le gouvernement agisse, ou il faut que les entreprises agissent, ou il faut que les citoyens agissent. Non, on comprend qu'au final, tout le monde a un rôle à jouer et que ces changements ont des interactions qui sont très proches. Donc ça vous donne une idée un petit peu globale du champ méthodologique qu'on suit au sein de Chemin de Transition. Comme la transition, c'est très large, on a concentré nos efforts sur 3 grandes thématiques. Donc, on a le défi de la transition alimentaire, le défi de la transition du territoire et le défi qu'on va voir un petit peu plus tard, le défi de la transition numérique, qui se pose la question comment faire converger transition numérique et transition écologique. Pour chacun de ces 3 défis, on est dans un horizon de 20 ans à peu près, en tout cas quand on a commencé les travaux en 2020. Donc, on se place à l'horizon 2040. Puis, c'est ça, c'est 3 grands défis pour la société québécoise en particulier dans cet horizon de 20 ans. Pour chacun de ces défis, on suit une démarche en 4 étapes. Puis là, j'insiste un tout petit peu dessus, parce que je sais qu'il y a pas mal de membres du réseau, et puis le côté un peu méthodologique vous pouvez peut-être le trouver intéressant. Donc, je me permets ce petit détour pour vous montrer un peu la boîte noire de chemin de transition. Donc, on a une première étape sur chacun de ces défis qui consiste à pouvoir capter, dessiner, baliser l'ensemble des futurs possibles. Donc là-dessus, on commence par une revue de littérature assez conséquente. On a des consultations avec des experts professionnels et académiques pour essayer de comprendre un petit peu les dynamiques de notre système actuel qui font son insoutenabilité, puis essayer d'identifier, comme on le met ici, de cartographier les ingrédients du futur. Donc, quand on se positionne à un avenir de 5, 10, 15 ans, où sont les grands investissements, où sont les trajectoires, par exemple, des grands acteurs institutionnels économiques? Ça, on pourrait dire que c'est des tendances plutôt lourdes. C'est quoi les visions d'avenir qu'on nous projette, de manière générale. Puis, on s'intéresse également à ce qu'on appelle des signaux faibles ou des tendances un peu moins lourdes, justement. Donc, des choses qui sont aujourd'hui très minoritaires, mais qui, dans un contexte différent, pourraient prendre une part beaucoup plus importante et qui, donc, c'est super intéressant de les explorer pour voir ce que ça nous enseigne. Et enfin, on essaye de capter également l'ensemble des inconnus. Donc, c'est quoi les grandes questions irrésolues qui demeurent au sein de chacun des défis? C'est quoi les zones d'ombre, les manques d'informations? On essaie de capter tout ça dans ces ingrédients du futur. Donc ça nous sert à justement élargir un petit peu le cône des futurs possibles. On a cette vision un petit peu périphérique de, concrètement, OK, l'avenir pourrait être un peu sur ce cône des possibles.
Tous ces ingrédients futurs sont utilisés pour arriver à l'étape 2. Donc, on les mélange, au final, on mélange ces ingrédients du futur et les différentes hypothèses d'évolution pour 2040 au sein d'un tableau morphologique là, pour la partie technique. Puis, en faisant des combinaisons d'hypothèses entre les différentes évolutions pour des grandes variables, on arrive à une série de scénarios prospectifs. Donc, c'est des scénarios prospectifs qui nous font plonger en fait dans un univers au Québec en 2040 qui est totalement différent, mais qui fait partie de cet horizon des possibles. Donc, on a un scénario qui est extrêmement, par exemple, où on a mis la pédale à fond sur le numérique et sur le contrôle des géants technologiques avec une optimisation à travers la journée, un GPS de vie où tous les effets rebonds, les conséquences indirectes sont internalisées, une espèce d'éco-responsabilité algorithmique. Et à l'inverse, on a un scénario beaucoup plus de rejet de ces technologies, d'un retour à une 3G pour des problèmes de résilience notamment. Bref, l'idée, c'est à travers ces scénarios prospectifs, de capter un petit peu l'ensemble des futurs possibles entre chacun de ces scénarios, de pouvoir les baliser. Puis ces scénarios-là, on les a utilisés dans une série d'ateliers. Pour le défi numérique, ça s'est passé en 2020. Puis, il servait de scénario déclencheur à des discussions. Donc, on avait des ateliers ouverts à tous et à toutes, où on partait du scénario, justement, on explorait ce futur possible qui nous avait été donné, puis on explorait il y avait les éléments qu'on trouvait intéressants dans ce futur, des éléments qu'on trouvait peut-être plus redoutables ou voire terrifiants pour certains. Puis, on discutait librement de quelles questions ça nous inspirait. Puis la deuxième partie d'atelier, on mettait ce scénario de côté. Puis là, on avait une discussion collective qui était beaucoup plus mûre. Au final, tout le monde était un peu sur la même page au sens où on était tous détachés un peu de nos considérations du présent pour pouvoir aborder concrètement, c'est quoi les éléments clés d'un futur pour moi qui est à la fois possible mais inspirant, qui est désirable. Donc, à travers tous ces ateliers-là, on a eu beaucoup d'apports. On a eu à peu près 140 participants pour le défi numérique. On a été en mesure justement de synthétiser tous ces apports pour définir une vision d'un futur souhaitable à l'horizon 2040. Puis, je pourrai vous le présenter tout à l'heure pour le défi numérique. Puis, l'essentiel de notre travail depuis, en fait, donc c'est sur une démarche qui a duré à peu près 2 ans et demi. Il y a 1 an et demi qui a été consacré à l'étape 3, qui est le fait de cartographier, je vais relire la slide, mais cartographier, imaginer et prioriser les chemins les plus pertinents vers ce futur souhaitable. Donc, on a travaillé assez dur justement pour pouvoir identifier les grandes étapes, les grands points de passage obligés qui nous permettraient de nous rendre de la situation actuelle à cette vision 2040. Puis enfin, la quatrième étape, c'est notre deuxième mandat, le mandat plutôt de partage de ces savoirs-là, de ces connaissances, et pour s'assurer que ces connaissances puissent continuer d'évoluer et qu'elles ne soient pas figées. Donc, vous voyez, vous avez un petit peu un aperçu de comment est-ce qu'on a organisé nos travaux, puis de manière un petit peu plus théorique, on peut comparer notre démarche à d'autres démarches prospectives qui existent. Donc ici, j'ai repris un cas d'analyse qui a été présenté par Popper en 2008, qui s'appelle le Foresight Methodology. Puis je vous prie de m'excuser, je n'ai pas trouvé de traduction, mais je vais passer à travers les grands points d'apprentissage, puis on pourra en discuter au besoin de traduction. Mais ici, si on pourrait dire un peu le diamant de la prospective, hein, même s'il y a une petite différence entre foresight et prospective, dans le sens où foresight, c'est un petit peu nord-américain dans la manière dont c'est fait, mais bref. Donc, si on regarde un peu ce diamant de la prospective, on peut voir qu'il y a plein d'approches prospectives qui diffèrent les unes entre les autres. Donc, on a des approches prospectives qui sont beaucoup plus, si je regarde l'axe vertical, qui sont beaucoup plus au niveau de la créativité, des apprentissages. C'est une prospective qui est beaucoup plus exploratoire, où on explore des futurs alternatifs en se disant qu'est-ce que ça nous apprend. À l'inverse, on a des méthodes prospectives qui sont beaucoup plus basées sur les faits, evidence en bas, beaucoup plus sur les données, un peu plus sur justement la modélisation, par exemple, ou l'utilisation des données passées. Et l'autre axe, donc l'axe horizontal, on a des types de prospectives qui vont chercher davantage d'expertise, donc souvent des expertises plus académiques, on va chercher des savoirs. Et à l'inverse, on a des prospectives qui sont beaucoup plus au niveau de l'interaction, au niveau de la co-construction, de la mobilisation de tout type de parties prenantes. Puis moi, je vous dis ça, le type de prospective que nous, on a fait au sein de chemin de transition, c'est le seul type de prospective que je connais réellement. Je ne suis pas du tout un expert de la prospective, mais en tout cas, ça va peut-être vous permettre de la situer par rapport à d'autres approches que vous avez peut-être vues. Puis à travers les 4 étapes que je viens de vous présenter, justement, on voit que on touche à beaucoup de ces notions-là, on couvre une grande partie du champ méthodologique de la prospective en fonction des étapes dans lesquelles on est, puis en fonction de leurs besoins, mais aussi de leurs objectifs. Donc parfois,
toute l'étape 1 où on va chercher beaucoup plus de connaissances, trouver justement, identifier les ingrédients du futur, ben là, on est plus sur de la revue littérature. On fait beaucoup d'entrevues. Oh, excusez-moi. J'ai essayé de vous montrer à l'écran, mais je pense qu'on ne voit pas ma souris. Bref, on est sur la revue littérature, la consultation d'expertise. Pour les parties plus citoyennes de l'élaboration d'une vision d'un futur souhaitable, par exemple, là, on est beaucoup plus dans la partie interactive, créative, avec les scénarios prospectifs. Bref, vous voyez qu'à travers les différentes étapes, on a couvert beaucoup des démarches prospectives, en fait, avec un tel projet. Je vais m'arrêter ici pour la partie plus méthodologique, puis on va pouvoir plonger dans le défi numérique pour que vous voyez une illustration au final. Là, ça vous paraît peut-être un peu plus abstrait, mais vous allez voir comment ça a été incarné au sein du défi numérique. Puis j'espère que ça va vous permettre d'éclairer un petit peu les questions que vous avez peut-être. Donc, ouais, c'est ça. On va reprendre le défi numérique un petit peu dans l'ordre chronologique pour pouvoir illustrer tout cela. Donc, le point de départ du défi numérique, c'était de constater à quel point le numérique prend une place de plus en plus centrale dans nos vies. Hein, il est au cœur de nos systèmes collectifs, là, au cœur du réseau de la santé, au cœur du réseau de transport, de l'agriculture même de plus en plus. On voit qu'on a une numérisation accrue de nos modes de vie, que ce soit à l'échelle personnelle ou à l'échelle professionnelle, voire collective. À chaque fois, on a besoin de plus en plus d'outils numériques, même de plus en plus pour accéder à des services publics, par exemple. En ce sens, on pourrait conclure qu'il est devenu essentiel d'avoir accès à un type de numérique. Certains outils numériques, notamment une connexion Internet haute vitesse, sont devenus essentiels pour pouvoir s'épanouir pleinement dans la société, au sens où il est très difficile aujourd'hui de faire sans. On voit également que le numérique propose un certain nombre d'outils qui sont très utiles pour faire advenir des changements d'ampleur et ceux de manière très rapide. On peut prendre le parallèle de la pandémie, de la situation sanitaire qu'on vit encore d'une certaine mesure. De manière très rapide, on a eu un changement assez profond dans ce qu'on était capable de faire avec toutes les mesures de distanciation sociale. Puis, force est de constater que pour pouvoir maintenir un certain nombre d'activités, hein, l'accès au travail, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, on s'est appuyé de manière très large sur le déploiement de technologies numériques. Ça a amené son d'autres lot de problèmes, hein, mais force est de constater qu'on a vu ici là, un potentiel de résilience au sein des outils numériques pour maintenir un certain nombre de systèmes en place, ceux qui pouvaient l'être. Puis, on voit ce parallèle ici avec l'utilisation de ces outils numériques pour la transition écologique. On sait que la transition écologique nécessite des changements d'ampleur en très peu de temps, dans virtuellement toutes les facettes de nos vies. Et on voit ici que les outils numériques pourraient nous aider à faire advenir un certain nombre de ces changements justement en peu de temps. Ils sont d'ailleurs utilisés aujourd'hui au sens très large là, dans beaucoup de secteurs pour accélérer des changements à l'échelle. J'ai mis quelques illustrations, mais on peut penser notamment à toute l'utilisation des outils numériques dans la modélisation, à la modélisation du climat, la modélisation de la biodiversité au sens des espèces, mais également des écosystèmes ou par exemple des tourbières, on fait beaucoup au Québec. On peut penser à l'utilisation d'outils numériques de plus en plus dans la gestion d'énergie, notamment la gestion d'énergie bas carbone, avoir une gestion de l'offre et la demande de l'électricité notamment qui se fait de manière automatique, ça permet d'absorber des pics de demande, ça permet de pallier l'intermittence de certaines sources, de passer à une autre. On voit justement le déploiement de ces outils numériques de plus en plus dans ces secteurs, puis on s'attend à ce que ce déploiement soit encore plus important à l'avenir. Ou encore la visioconférence aujourd'hui. Il y a plein d'exemples qui s'inscrivent dans cette logique de transition. Pour certains acteurs, au final, le numérique représente plus que ça. Il représente plus que toutes ces applications très précises au niveau sectoriel. Le numérique représente un potentiel inédit de révolution, en final de disruption. C'est une mauvaise traduction peut-être, mais qui nous permettrait, vous le voyez à l'écran ici, donc on a une illustration où on a l'insoutenabilité de nos modes de vie que suit cette roue, hein, donc au niveau de la gouvernance, au niveau cognitif, donc de nos raisonnements, au niveau de notre système économique. Ça suit au final un certain nombre de règles, de dynamiques et qui sont insoutenables, on le disait au départ. Puis le numérique justement représenterait des disrupteurs. Là, encore une fois, j'ai peut-être pas une bonne traduction, mais représenterait un certain nombre d'outils qui pourraient venir briser ces règles-là pour en créer de nouvelles vers une trajectoire qui serait plus soutenable. Donc ça, c'est un peu ce qu'on donne au numérique. En tout cas, le numérique aurait le potentiel de nous aider à faire cela. Cependant, j'ai un clocher juste à côté de moi. Je sais pas si vous l'entendez, je vous prie de m'excuser si c'est le cas. Cependant, avec toutes ces applications qui sont fort intéressantes du numérique, on a tendance à voir le numérique comme un allié parfois par défaut de la transition écologique. Hein.
Quand on regarde au sein des actes, enfin, au sein des stratégies de transition écologique des grands acteurs ici au Québec, par exemple, et que ce soit le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, même Hydro-Québec, par exemple, quand on se concentre sur leur plan de transition écologique ou transition énergétique pour le cas de Hydro-Québec, on voit que la plupart des volets concernent le déploiement plus général de technologies numériques, que ce soit pour aider à l'électrification des transports, décentraliser la gestion de l'énergie, etc., etc. On voit qu'on compte s'appuyer beaucoup sur les technologies numériques pour réaliser notre transition. Ce qui fait en sorte qu'on a un peu ce présupposé ou cette vision que le numérique est forcément un allié de la transition, que la transition passera nécessairement par plus de numérique. Puis toute cette vision-là, elle est certainement entretenue également par la manière dont on parle du numérique. On utilise, pour parler du numérique, on utilise beaucoup de champs lexicaux qui font appel à la légèreté, à la dématérialisation. On parle d'immatérialité, on parle d'infos nuagiques, de données. On a cette vision justement que au plus nos sociétés se numérisent, au plus on sort d'une certaine matérialité, et donc forcément que c'est bon pour notre transition écologique. Or, le numérique, c'est un petit peu particulier parce que c'est la seule industrie qui est présentée comme dématérialisée. Donc, on a tendance à oublier que le numérique, c'est également une industrie. Puis, cette industrie, c'est assez particulier parce qu'on a une matérialité qui est un petit peu camouflée. On n'a pas le nez tout le temps sur les centres informatiques, on n'a pas nécessairement, enfin, on remarque plus vraiment toutes les infrastructures du numérique. Puis surtout, on a tendance à oublier tous nos petits appareils du quotidien qui sont très beaux, très épurés, très minimalistes. On a tendance à ne plus les voir. Or, le numérique, si on se pose la question, c'est quoi concrètement le numérique? Pour fonctionner, ça a besoin de trois grands pôles. Je les ai un petit peu énumérés ici. On a besoin forcément d'appareils qu'on appelle des terminaux, donc tous les téléphones intelligents, toutes les télévisions connectées, les objets connectés de plus en plus, là, les montres, les ceintures connectées, les frigos connectés. Bref, tout ça, ça représente quand même beaucoup d'équipements. Là, il y a des estimations qui varient, mais on est à peu près entre 30 et 40 milliards d'équipements aujourd'hui sur la planète, donc c'est conséquent. On a des centres informatiques qui sont représentés en haut de cette slide ici, qui stockent au final toutes nos données et permettent justement d'échanger l'information, d'avoir accès à l'information qui est disponible sur le réseau. Et enfin, pour pouvoir relier les utilisateurs et ces centres informatiques, on a toute une infrastructure de réseau. Donc, on a bien sûr toutes les antennes en ville, les box chez nous, là, tous les modems, les routeurs, mais le numérique aujourd'hui s'appuie surtout sur des milliers de kilomètres de câbles souterrains et sous-marins pour relier les continents entre eux. Puis on n'a pas tendance justement à penser à toute cette matérialité, penser à ce dont le numérique a besoin pour fonctionner, toute cette infrastructure qui est mondiale et qui est relativement colossale. Puis cette matérialité, elle vient avec un certain nombre d'impacts que je qualifie ici d'inquiétants au sens où on a un peu cet angle mort où on réalise pas que le numérique contribue également à un certain nombre de problématiques qui aggravent notre situation au regard des limites planétaires, au regard de l'habitabilité sur Terre. Si on le considère comme un secteur, donc c'est assez difficile à faire parce que le numérique est tellement transsectoriel, mais si on regroupe un peu les impacts qu'on pourrait attribuer au numérique, on estime qu'il représenterait aujourd'hui entre 3 et 5% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Ici, j'ai repris les chiffres d'une étude de Frédéric Bordage de Green IT en 2019 qui l'estimait à peu près à 3,8%. Les chiffres changent un petit peu en fonction du périmètre, mais l'idée principale, c'est qu'on est déjà dans cet ordre de grandeur-là. Puis 3 à 5%, ça peut sembler peu, mais quand on le met en parallèle avec d'autres secteurs qui sont davantage connus pour leur contribution, par exemple l'aviation civile, qui représente à peu près 2,4%, on voit qu'on est déjà dans une proportion qui est double, quasiment, si on prend la fourchette haute, ou en tout cas qui se situe dans une proportion similaire si on prend la fourchette basse. Les véhicules lourds, par exemple, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc c'est déjà très conséquent. Puis, pourquoi est-ce qu'on a des impacts en fait qui sont liés à ces technologies numériques? Quand on regarde l'ensemble du cycle de vie des appareils, donc pour les membres du réseau en économie circulaire, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Là, je ne vais pas vous l'expliquer, mais à travers toutes les étapes du cycle de vie des appareils numériques, des technologies numériques, il y a un certain nombre d'impacts qui sont générés. Donc, on a une grande partie des impacts qui sont générés lors des phases de fabrication, donc de l'extraction des matières premières jusqu'à leur transformation en composantes électroniques. Pour fabriquer tous ces appareils numériques, notamment, ça prend beaucoup de matière, en fait. On a tendance à ne pas le voir, mais tous ces appareils-là ont une grande intensité matière. Donc, l'intensité matière, c'est le ratio entre le poids du produit final et toutes les matières qui ont été nécessaires à mobiliser pour le faire advenir. Qu'on a des ratios assez incroyables dans l'industrie numérique. Donc, par exemple, ici, vous avez une petite donnée qui vient de l'ADEME qui dit que pour fabriquer un ordinateur
laptop de 2 kilos, on aura eu besoin de mobiliser en amont 800 kilos de matières premières. Donc, c'est quand même conséquent. Là, on a un ratio de 400. Puis, ça accompagne d'autres impacts sur l'environnement, 124 kilos de CO2 générés, 169 kilos quand on prend en compte l'ensemble du cycle de vie. Donc, on a un certain nombre d'impacts justement qui se produisent à travers toutes les étapes, du cycle de vie de ces appareils-là. D'où viennent la plupart de ces impacts? C'est une question qu'on pourrait se poser parce que quand on réalise que le numérique a des impacts, parfois on a une tendance assez rapide d'aller vers les centres informatiques. Puis quand on se penche un peu sur la question, quand on répartit les impacts et qu'on essaie de les attribuer à ces 3 pôles que je vous présentais, là, donc les terminaux, la partie réseau et les centres informatiques, les centres de données ici, on voit que la majorité des impacts divers sont vraiment attribuables aux terminaux et surtout à leur fabrication. Donc quand on regarde par exemple, ici, vous avez le 100% représente 100% des impacts attribuables au numérique au sens large. On voit qu'une grande partie de ces impacts-là sont attribuables aux terminaux. Donc, que ce soit l'utilisation des ressources, notamment les ressources minérales et les métaux, l'utilisation des ressources fossiles, l'écotoxicité. Enfin bref, à travers tous ces impacts-là, on voit que l'essentiel se trouve du côté des terminaux et surtout à leur fabrication. On a un graphe ici que j'ai retrouvé la semaine dernière. Donc, c'est des données qui sont vraiment récentes, qui a été produit par l'ADEME en France. Là, les données sont françaises, donc elles sont peut-être pas reproductibles exactement, mais ça reste que ça nous donne quand même un ordre de grandeur sur une société qui est relativement similaire aujourd'hui. Pareil, si vous entendez ici, c'est important de réduire notre pollution numérique en triant ses courriels. Ben, on voit que les impacts sont pas exactement là. Alors, trier ses courriels à grande échelle, ça peut peut-être avoir un impact, mais on se rend compte que l'essentiel vient vraiment de la fabrication de nos équipements. Si quand on regarde les détails de notre impact à l'année, toutes et tous, on voit que l'essentiel des impacts attribuables au numérique sont dans la construction des équipements, notamment la construction des ordinateurs et des télévisions. Parce qu'ici, on voit une corrélation entre au plus un écran est grand, au plus il a une grande intensité matière à la fabrication, donc au plus il est polluant, on pourrait dire au sens large. Puis ça, c'est un détail de l'impact à l'année. Donc, pour toute la fabrication de ces équipements, on l'a divisé par le nombre d'années d'utilisation moyenne. Pour un téléphone intelligent, c'est une moyenne entre 2 et 3 ans, par exemple. Donc, on voit que le gros des impacts se situe au niveau de cette fabrication-là de tous ces petits appareils du quotidien qu'on a tendance à oublier. Puis, au-delà des constats qui sont relativement alarmants aujourd'hui, c'est surtout les tendances d'expansion de l'univers numérique un peu qui suit ces courbes exponentielles, qui est insoutenable au regard de l'habitabilité sur Terre et qui va devoir changer. On a ici des deux côtés, donc c'est des données qui sont extraites d'un rapport de Cisco, là, une entreprise qui fait des statistiques justement sur ces questions-là. On voit que à la fois du côté de la production d'équipements, on vit cette expansion un peu continue et on retrouve la même évolution au niveau du trafic IP mondial. Donc, on est vers une expansion de l'univers numérique en tout cas pour ce qu'on peut voir dans les prochaines années, quasi en exponentiel. Sur la gauche, là, l'infographie de gauche, on peut voir que cette expansion de l'univers numérique au niveau des appareils, elle est surtout portée par, en bleu, vous avez donc le dernier segment en bas, qui est le M2M, donc le machine to machine, tous les objets communicants qu'on met, par exemple, dans nos bâtiments pour la gestion intelligente de l'énergie, qu'on veut déployer plus largement dans tous les plans de villes intelligentes ou de voitures autonomes, tout ça. Donc, clairement, quand on se projette un petit peu, on n'est pas dans une trajectoire qui risque de se régler par elle-même. Je vais passer rapidement là-dessus, on pourra revenir sur ces questions. Je vois que j'ai déjà parlé 27 minutes. Au-delà des questions sur l'environnement et tous les impacts du numérique sur l'environnement, on peut également se poser la question de est-ce que tous nos avenirs tout numériques, justement, ces perceptions un peu du solutionniste technologique, est-ce qu'ils sont possibles à matérialiser? On s'en rend peut-être pas compte, de manière générale, c'est pas quelque chose qu'on est amené à observer, mais le numérique, contrairement à l'image illimitée, abondante qu'on nous vend, c'est une ressource, au contraire, qui est très limitée, au sens où, pour fonctionner, elle a besoin d'un certain nombre de ressources qui sont non renouvelables, et notamment des métaux. Un téléphone intelligent a besoin en moyenne d'une 50aine de métaux différents, disponibles en très petite quantité, ce qui fait en sorte que au plus on numérise nos sociétés, au plus quelque part on augmente notre vulnérabilité face à l'approvisionnement de ces ressources-là. Je parlais des métaux, mais on peut se poser les mêmes questions sur l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en hydrocarbures. Au final, l'idée à retenir, c'est que rien ne nous garantit qu'on aura un approvisionnement constant de manière continue et de plus en plus grand
pour toutes nos technologies numériques. On voit ici des différents niveaux de criticité, donc à quel point est-ce que ces ressources sont critiques. Sur la gauche, on a un document qui nous vient de la Commission européenne, je pense, qui répertorie l'ensemble des ressources qui sont nécessaires aux technologies numériques. Puis, toutes les ressources qui apparaissent en rouge présentent un certain degré de criticité. Puis la criticité, ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être à quel point est-ce que justement ça devient de plus en plus difficile techniquement ou de plus en plus cher d'aller extraire ces ressources pour pouvoir les transformer, parce que forcément on a une quantité limitée sur Terre. Donc ça devient de plus en plus difficile de pouvoir continuer un approvisionnement. Mais ça peut faire référence à d'autres facteurs, notamment des facteurs économiques ou géopolitiques. Puis là, vous avez une petite représentation internationale sur la droite qui recense les principaux pays qui produisent le plus de matières premières critiques. Puis là, on voit qu'on a une certaine concentration d'acteurs, notamment la Chine, par exemple, qui a la main sur notamment 84% de la production de tungstène, qui est une ressource qui est absolument indispensable pour la fabrication de nos téléphones, notamment, mais également des chiffres comme 87% de la production du magnésium ou 73% de la production du gallium. Donc, on voit que pour des raisons qui peuvent être techniques, mais également économiques, géopolitiques, on s'ouvre à de plus en plus de vulnérabilités hein, si certains acteurs décidaient, par exemple, de rompre les chaînes d'approvisionnement ou de les prioriser sur certains secteurs plutôt que d'autres. Je vais finir avec cette question un peu de la matérialité du numérique qu'on a tendance à oublier ici avec une image artistique qui nous est offerte par le photographe Dylan Marsh, qui est un photographe sud-africain, qui, au final, essaye de représenter avec des photomontages l'impact de l'extraction minière, pas nécessairement du numérique, mais de manière générale de l'extraction minière. Puis ici, vous avez la représentation, donc c'est une vraie photo d'une mine excavée d'exploitation de cuivre. Puis vous avez en photomontage la représentation de la quantité de cuivre qui a pu être extraite de toute cette mine-là. Donc aujourd'hui, tous ces minerais-là sont disponibles dans des quantités qui sont très minimes. Là, le cuivre, ça fait partie des métaux qui sont les plus concentrés. Puis malgré cette concentration qui est assez haute pour les métaux, on voit que on a dû excaver justement toute cette partie-là pour pouvoir retirer cette quantité de cuivre. Donc ça nous donne un peu un ordre de grandeur justement sur cette matérialité et tous ces besoins, notamment de destruction des écosystèmes qui sont aux alentours. Donc, je vous ai fait un peu un survol des enjeux. L'idée que j'essaye de vous transmettre, c'est que on a un besoin aujourd'hui de changer de trajectoire. On ne peut plus simplement être dans l'amélioration ou la réduction de nos impacts, mais on voit qu'on doit travailler activement sur cette convergence entre la transition numérique et la transition écologique, parce que ça risque pas, en tout cas de ce que nous on peut prévoir, ça risque pas d'arriver tout seul. Il y a un réel risque que l'expansion de l'univers numérique, même s'il peut nous permettre de développer un certain nombre de solutions ou d'aides, de support pour la transition écologique, il y a un réel risque que si on le laisse s'étendre à l'infini comme ça, ils viennent gommer, voire effacer des efforts qui auraient pu être réalisés dans d'autres secteurs. Là, on vient de finir l'étape 1 que je vous ai présentée. Comment on arrive à l'étape 2? Donc, justement, je vous ai expliqué déjà toute la logique de l'organisation de ces ateliers où on a pu explorer des futurs un peu différents, des futurs possibles à l'horizon 2040. Vous avez ici un petit extrait d'un des scénarios qu'on utilise qui s'appelle des GAFAM qui vous veulent du bien. Puis, je rendrai mes slides disponibles, vous pourrez aller le voir. Puis, il est disponible en entier sur notre site Internet, mais qui décrit un peu cette société éco-responsable algorithmée. Je trouve intéressant à parcourir. Puis, souvent, c'est un scénario qui fait beaucoup jaser. Mais donc, bref, pour vous mettre un petit peu en situation, là, on est dans l'étape où on explore les futurs possibles pour arriver à une vision, justement, qui puisse nous servir de phare, une vision qui nous donnerait une réponse un peu plus illustrée sur concrètement, ça prendrait quoi pour faire converger ces deux transitions. Puis, la synthèse de tous les apports qu'on a eu des participants nous a permis justement de rédiger cette vision-là. Donc, on se projette, on est en 2040, la société québécoise est enfin parvenue à faire converger sa transition numérique et sa transition écologique. Son remarquable succès repose sur 3 acquis, 3 grands piliers qui ont fait cette réussite au final. Donc, en premier lieu, on a un acquis sur la sobriété, autant énergétique que matérielle, pour les appareils et pour les services. On a le deuxième pilier, le deuxième acquis sur une priorisation collective des usages du numérique. Donc là, on réalise que le numérique est limité, que tout le monde n'a pas un accès équitable aujourd'hui à un numérique qu'on pourrait dire essentiel. Donc on se pose la question concrètement, comment est-ce qu'on aimerait gérer cette ressource pour qu'elle soit au service du bien commun?
Puis enfin, un dernier pilier sur l'innovation et le mode de financement du numérique. Comment est-ce qu'on encadre l'innovation numérique, puis les modes de financement qui les sous-tendent, pour s'assurer qu'ils nous permettent d'avancer vers nos objectifs de transition écologique et qu'ils nécessitent une certaine anticipation justement de ces impacts. Comment est-ce qu'on peut faire le tri à travers les projets d'innovation technologique pour nous assurer de garder ceux qui sont les plus prometteurs. Cette vision 2040, qui représente cette vision d'un futur donc souhaité, mais tout de même possible en 2040, on l'a utilisé comme point d'arrivée justement de notre chemin de transition. Puis l'essentiel de notre travail, l'étape 3 que je vous présentais tout à l'heure, ça a été de pouvoir identifier les grands points de passage pour pouvoir nous permettre de nous y rendre. Autrement dit, on s'est posé la question, c'est quoi les grands jalons sur notre chemin de transition? Puis pour ce faire, on a mis sur pied un comité expert là, qui était à moitié composé d'experts professionnels et à moitié composé d'experts académiques. Puis leur mandat a été justement d'identifier tous ces jalons sur le chemin de transition. Puis, comme ça dure à peu près 1 an et demi et que bien sûr un groupe d'experts n'a pas toutes les connaissances, on a organisé beaucoup d'activités entre chaque rencontre pour pouvoir alimenter justement ce travail-là. Donc on avait des activités qui étaient davantage où on recherchait des expertises très précises, donc des entrevues, des activités de type groupe focus. Puis on avait, grâce à notre partenariat avec Espace pour la vie, des ateliers plus citoyens, où là, on discutait de choix de société au final sur des questions pour lesquelles la recherche n'a pas nécessairement de réponse. Pour le défi numérique, on a identifié 33 grands jalons, donc 33 grands basculements qui couvrent un certain nombre de thématiques. Hein, comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de changements qui doivent s'opérer pour pouvoir arriver à cette vision 2040. Puis ces changements, ils représentent autant l'offre et la demande des services et des appareils numériques que la récupération et la circularité. Ça va davantage vous parler certainement de tous les appareils qui sont déjà sur notre territoire. Comment est-ce qu'on peut nous assurer qu'ils restent justement et qu'ils puissent être réutilisés ou qu'on peut maintenir, qu'on peut étendre davantage leur durée d'utilisation avant de les envoyer soit au recyclage, soit à l'enfouissement, malheureusement. Des changements conséquents qui se passent au niveau des modes de financement et des modèles d'affaires qui sous-tendent le numérique pour sortir de toute la logique d'accumulation, d'obsolescence notamment, mais également de l'économie de l'attention et d'aller vers des modèles d'affaires qui soient plus soutenables. Des changements importants au niveau de la culture, donc sortir de cette vision d'un numérique abondant et limité. Et enfin, des changements, bien sûr, au niveau des lois et des règles qui encadrent l'ensemble de beaucoup de ces actions-là ou de beaucoup de ces obstacles-là. Puis quand on assemble justement tous ces changements qui doivent s'opérer et qu'on fait ressortir autant que possible toutes les interactions entre ces petits changements-là, eh bien ça nous fait un chemin de transition que vous voyez ici à l'écran et qui est assez conséquent. Là, bien sûr, on passe très brièvement là-dessus. C'est plus pour vous donner cette vision un peu d'ensemble de ce à quoi on est arrivé. Mais j'en profite, Valérie l'a dit en introduction, mais on a toutes les connaissances que je suis en train de vous partager là, on l'a synthétisé dans un rapport. Donc, le chemin, vous pourrez aller le voir un petit peu plus en profondeur dans ce rapport-là, puis il est décliné de différentes façons. Puis on pourra en parler par la suite si ça vous intéresse. Mais ici, on a travaillé justement donc l'identification de ces points de passage obligés, de ces jalons-là. Puis comment est-ce que tous ces jalons sont reliés entre eux? Donc, on n'a pas fait les jalons comme une liste d'épicerie. On s'est vraiment dit, concrètement, quels jalons doivent arriver avant d'autres parce qu'ils constituent quasi des prérequis. On a des liens très forts entre ces deux jalons-là. Puis quels autres jalons pourraient, par exemple, augmenter la portée d'un autre? Donc là, on a plutôt des liens d'amplification. Qui doit agir quand? Puis ça nous donne un peu cette illustration aussi quand on le décline par type de partie prenante de quels acteurs sont mobilisés à quelle partie du chemin. Quand on s'intéresse un peu aux jalons, on se rend compte que beaucoup de ces jalons-là font appel à différents types d'acteurs, hein, que ce soit des acteurs gouvernementaux, la société civile, des entreprises du numérique ou même les utilisateurs au sens large, voire certains des institutions de recherche ou le milieu financier. On voit qu'au cœur de ces changements-là, ça fait appel à différentes parties prenantes. Puis on voit surtout que des changements dans une thématique ou dans un secteur peuvent être la condition pour amener des changements dans un autre. Donc, on essaie de traduire justement ce côté systémique et ce côté multi-acteur à travers ce chemin-là. Puis j'en profite pour vous préciser également qu'on a un rapport donc synthèse, mais on a également fait une fiche synthèse pour chacun de ces jalons-là. Donc, s'il y a des jalons qui vous interpellent un petit peu plus par rapport à votre secteur d'activité ou j'ai des intérêts, par exemple, on a une fiche synthèse qui résume pourquoi est-ce que ce jalon-là fait partie de cette trajectoire? Quelles sont les initiatives qui travaillent déjà sur cette question? Parce que parfois, il y en a déjà. C'est quoi les obstacles qui ont été identifiés, des défis de mise en œuvre, par exemple? Et c'est quoi les opportunités, parfois, qui ont été identifiées? Donc, je vous invite à vous référer à ces fiches-là parce qu'il y a au final beaucoup de ces connaissances qui ont été mobilisées sous ce format-là.
Ce chemin, enfin, et puis j'ai bientôt terminé, mais ce n'est qu'un chemin parmi d'autres. Ici, c'est pas une feuille de route, c'est pas un plan d'action qu'on vous propose pour le Québec pour 20 ans. On réalise bien qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'aura pas pu anticiper, qui vont faire en sorte que ce chemin va devoir s'ajuster. Peut-être que de nouveaux jalons vont être créés, peut-être que des jalons qu'on a identifiés comme importants vont être au final caducs, peut-être qu'on va avoir des bifurcations complètes pour pouvoir arriver à cette vision. Ce chemin, c'est un point de départ, une illustration un petit peu de l'ampleur du changement. Et quand on se pose la question concrètement, ça passerait par quoi? Ça prendrait quoi pour arriver à cette société-là? Ben, ça nous donne un élément de réponse à cette question-là. Mais on a toute une partie dans le rapport qui se pose la question « et si ?» justement pour traduire ce caractère un peu flexible au final du chemin, hein, parce qu'il est bien sûr pas prédictif et il n'est pas prescriptif non plus. Donc, on a toute une partie du rapport pardon, où on explore justement des choses, des grandes variables ou des grands événements internationaux qui pourraient faire bifurquer ce chemin. Et enfin, comme on n'a pas bien sûr réponse à tout, à travers nos travaux, on a recensé un certain nombre de questions également qui demeurent, qu'on a appelées dans le rapport des nœuds du futur, là, pour emprunter le vocabulaire de la prospective. Donc, on a des nœuds du futur qui sont davantage des défis de mise en œuvre de certains jalons. Là, on ne sait pas techniquement comment on va pouvoir y arriver. Puis, il y a des nœuds du futur qui concernent davantage des tensions entre différentes valeurs, entre différentes visions de la société. Et puis, ça va nécessiter beaucoup de travaux collectifs justement pour pouvoir les dénouer. Donc, je vais vous laisser là-dessus. C'est ma dernière slide. Je vais pouvoir passer à travers si ça vous intéresse. Puis peut-être que ça pourra faire ressortir des réflexions que vous auriez par la suite ou dans la partie discussion ici. On a bien sûr une question un peu fil rouge à travers le défi. Hein. Jusqu'à quel point devrions-nous nous appuyer sur le numérique en contexte de transition écologique, compte tenu de ce double rapport, là, compte tenu de tout ce qui peut nous permettre d'accélérer ou d'obtenir, mais aussi compte tenu de son empreinte grandissante. Hein. C'est une réponse. C'est très difficile d'avoir une réponse qui soit nuancée et en fonction des périmètres d'application notamment. La deuxième question qu'on a testée beaucoup en atelier citoyen et qui est extrêmement difficile à dénouer, c'est comment est-ce qu'on peut opérer une distinction entre des usages numériques essentiels et ceux qui ne le sont pas, hein. Si on part du principe que le numérique est une ressource à gérer et qu'on devrait voir un peu quels usages sont peut-être plus pour le bien commun que d'autres, on se rend compte que c'est extrêmement difficile. Hein. On a des exemples qui sont peut-être un peu plus consensuels, mais quand on explore, par exemple, certaines personnes diraient que regarder des vidéos de chats sur TikTok, c'est absolument ridicule. Pour d'autres personnes, c'est une source de loisirs, c'est une source de décompression. Pour d'autres personnes, c'est leur emploi, c'est une source de revenus. C'est aussi le secteur de la culture. Donc, on voit que quand on prend des exemples qui paraissent simples peut-être, au final, on se rend compte que les besoins sont tous différents pour toutes les personnes en fonction de leur contexte. Et c'est extrêmement difficile de pouvoir justement faire cette démarcation. Donc, il y a beaucoup de choses à avancer sur ces questions-là. Deux questions ici qui demeurent en lien avec les effets rebonds, notamment les effets rebonds circulaires. Donc, j'espère que ça va peut-être davantage vous interpeller dans ce réseau. Est-ce que l'adoption de balises de transition, donc que ce soit des jalons ou l'adoption de cette vision, là, d'un objectif plus concret à atteindre, est-ce que ça nous permet de contenir les effets rebonds potentiels, justement, pour s'assurer que les gains qu'on obtiendrait en route puissent ne pas être réinvestis ailleurs, puissent servir dans le cadre de ces balises-là? Et enfin, une question très complexe au-delà des impacts directs du numérique, donc tous les impacts qui résultent du numérique comme secteur, comment est-ce qu'on peut aborder tous les impacts du numérique comme outil au service des autres secteurs, notamment comme outil d'accélération dans le système économique dans lequel nous sommes là? On pourrait théoriquement arriver à un numérique ultra sobre avec des processus de fabrication qui réduisent leurs empreintes, qu'on a des usages sobres. Mais au final, la manière dont le numérique est utilisé, s'il est utilisé pour accélérer des pratiques extractivistes, productivistes, au final, quelle est sa responsabilité? Quelle est la responsabilité qu'on peut attribuer au numérique au regard de la non-soutenabilité ou de la soutenabilité de nos modes de vie? Donc, la question qui en résulte, c'est est-ce que les effets rebonds peuvent être évités quand on reste dans une logique d'accumulation perpétuelle? Puis je pense que ça fait écho à beaucoup de réflexions en économie circulaire. Je vais vous quitter là-dessus. Je vous remercie énormément pour votre attention. J'espère que ça a pu vous éclaircir pas mal de choses. Puis je reste disponible, bien sûr, pour une partie de discussion et d'échange avec vous. Merci beaucoup.